Moi, je me présente, je suis Grégoire Bretomé, responsable éditorial chez Construction 21. Et dans les nombreuses choses qu'on fait chez Construction 21, il y a les dossiers thématiques. On sort 6 dossiers thématiques par an. Et en début d'année, on en a fait un sur les réseaux de chaleur. À chaque dossier, on choisit des rédacteurs en chef. Et donc là, je suis entouré des 2 organisations qui étaient rédactrices en chef de ce dossier. Donc la FNCCR et Greenflex. Et donc, on fait un appel à contribution auprès des professionnels pour recevoir des analyses, des points de vue, des retours d'expérience dans un but unique, c'est de partager des bonnes pratiques et d'inspirer le changement. Donc, je vous livre très rapidement les grandes thématiques qui nous ont occupés dans ce dossier. On a parlé gouvernance, on a parlé réseau de 5e génération, rafraîchissement urbain, valorisation des ressources locales et aussi beaucoup des aides, des outils, des financements. Donc voilà, en 45 minutes, on va essayer de vous livrer un avant-goût ou un petit goût de ce dossier. Donc sans attendre, on va lancer le débat et attaquer tout de suite avec notre table ronde est consacrée aux innovations. Et donc j'avais envie de vous demander qu'est-ce qui se passe maintenant, quelles sont les solutions qui existent avec les réseaux de chaleur et de froid et les dernières innovations auxquelles on a affaire et qui peuvent faire évoluer la façon dont on traite avec. Je passe la parole à Julien Soro, qui est responsable développement Sud-Est, industrie et territoire chez Greenflex. Très bien, merci. Bonjour à tous. D'abord, je remercie Mathilde Henry qui est dans la salle, qui a participé pour Greenflex à la Oui, à la, je à l'ai la oublié, rédaction. je la remercie. Je représente en effet Greenflex et puis j'ai un passé dans les réseaux de chaleur et d'ailleurs ça me fait tout drôle de me retrouver ici puisque j'ai participé aux premières idées pour faire émerger le réseau que vous avez peut-être déjà visité. Voilà, sur cette idée d'essayer à partir d'une ressource très basse température de faire du chaud, du froid et de faire des synergies entre les différents bâtiments. Donc c'est vrai que en y repensant là, je me dis table ronde, innovation. En fait, juste, je sais pas si on parlera beaucoup d'innovation, mais en réalité, c'est assez intéressant parce que je rebondis avec ce qui a été dit aussi un petit peu avant. Je pense que techniquement, on sait faire déjà beaucoup de choses. C'est juste qu'on les fait un petit peu différemment. Et un peu le sujet, c'est avant, on avait une logique très centralisée, une grosse source d'énergie fossile, puis on distribuait. Et c'est vrai que avec à la fois la décarbonation, la raréfaction des énergies, on découvre un petit peu les énergies qui sont autour de nous. Et nous, on travaille aussi pas mal dans l'industrie et c'est exactement ce qu'on voit aussi chez les industriels, c'est-à-dire que l'énergie fatale ou de se rendre compte que dans 100 degrés ou même dans 30 degrés, vous avez de l'énergie, vous pouvez en faire quelque chose. Ça, c'est quelque part une innovation même d'esprit d'aller chercher de l'énergie qu'on pensait pas être de l'énergie avant. Donc je pense que je dirais un petit peu ça. Il y a la logique de territorialisation de la problématique énergétique. Regardez ce qu'il y a autour, les ressources. Alors évidemment, quand on parle du bois, il y a de la forêt autour, etc. Mais quand on pense ici, campus urbain, qu'est-ce qu'on a autour ? Alors on a un accélérateur de particules, on avait un data center, et puis on allait avoir une somme de consommateurs, de chaud, de froid, à des moments différents. Et donc toute l'idée était de les connecter. Donc je pense que l'idée de connecter, et c'est peut-être l'innovation, elle n'est pas forcément purement technique, mais de se dire, de raisonner un petit peu autrement. Et donc, je rebondis juste sur ce qui a été dit par le directeur des opérations, j'ai oublié son de Dalkia tout à l'heure. C'est vrai qu'un des sujets d'optimiser finalement les retours, les delta T, c'est un sujet pas du tout innovant en soi, qui est pas forcément techniquement toujours facile. Sur un hôpital, il en parlait, c'est pas forcément simple. Néanmoins, en fait, cela a trait aussi parce que ce sont des opérateurs différents. Vous avez le primaire et le secondaire, et que l'inefficacité vient aussi de là. Mais il y a vraiment une performance à aller chercher là-dessus. Voilà pour commencer. Merci. Anne Barbarin, la FNCCR. Je vous laisse. Ouais, faut l'allumer. C'est parfait. Oui, alors compléter l'introduction après Julien, c'est toujours compliqué, mais
Donc la FNCCR, la Fédération nationale des collectivités concédantes et des régies, a comme adhérents uniquement des collectivités territoriales qui agissent sur les services publics locaux en réseau. Donc on a une expertise prononcée sur tous les réseaux, électricité, gaz, eau potable, assainissement et depuis quelque temps maintenant la chaleur. Et donc c'est vrai que cet enjeu d'innovation pour ma perception, qui est une perception déjà d'énergéticienne et d'ingénieur Supélec, puisque moi j'ai été ici il y a 30 ans. Donc ça me fait aussi tout drôle de revenir dans ce complexe qui a beaucoup évolué et qui a montré une capacité d'adaptation assez dingue. C'est cette décentralisation et c'est j'aime bien l'image que donnait Julien de descente. En fait, on avait un gros organe, on a une vision, on est en train, en fait, cette innovation, c'est le passage de la vision de la centralisation, de quelque chose de distribué à quelque chose de complètement déstructuré, décentralisé. Et la 5e génération de réseau, dans la chaleur, elle amène ça. On distribue finalement peu d'énergie, en boucle tempérée, et on vient localement agréger, ou en tout cas faire profiter le froid du chaud et réciproquement le chaud du froid, mais tout ça de manière locale. Et je pense que c'est là aussi où les collectivités locales ont un plein exercice et un rôle à jouer dans cette transition qui nous attend tous, à tel point que j'entends des fois maintenant parler de bifurcation, pour identifier le potentiel possible. Ici, il y a quand même aussi de la géothermie. On travaille aujourd'hui avec les services de l'État sur l'allègement des dispositifs réglementaires sur la géothermie de minime importance. Et cette géothermie, elle amène de l'eau tempérée, un peu à foison, quoi, sur les territoires. Et donc l'exemple ici de réseau de 5e génération, il peut finalement être facilement dupliqué. Donc en même temps qu'une innovation et une décentralisation, on amène aussi une réplicabilité assez importante. Merci beaucoup. Et il y a juste un point sur lequel je voulais revenir, c'était l'évolution des différentes sources valorisables dans les réseaux de chaleur et de froid. Et je crois que ça bouge en ce moment. Oui, bah, on le voit bien. Enfin, que ça soit d'ailleurs côté industriel ou côté réseau de chaleur, on vient chercher finalement des sources qu'on soupçonnait pas. Enfin, les industriels, nous on travaille beaucoup chez Greenflex notamment à essayer de connecter des chaleurs fatales industrielles, souvent à des très hautes températures sur des réseaux urbains. Mais aujourd'hui, le premier réflexe des industriels, c'est de commencer à se dire, mais en fait, ah oui, bah 100 degrés, finalement, j'en faisais rien avant, mais en fait, si, je vais peut-être connecter mes bâtiments. Et donc, en fait, avant d'exporter, bah, comment finalement je peux optimiser déjà sur mon site industriel. Sur les chaleurs fatales, etc. Et du coup, on voit bien qu'on est sur un fonctionnement beaucoup plus multi-agent, multi-pôle, multi-acteur. D'ailleurs, que ça soit tout à l'heure, Monsieur Dalki a parlé d'un hôpital, les interconnexions. Ici, par exemple, si je prends l'exemple sur Saclay, bah, on a un système de base, et puis après on a des consommateurs spécifiques qui ont des besoins spécifiques, des besoins de pointe, des besoins de secours. Et là, c'est là qu'on voit que, au-delà d'un sujet technique complexe, il y a une innovation de gouvernance et de contractualisation qu'il faut trouver, puisque des fois, vaut mieux une pointe, c'est-à-dire l'énergie qu'on va utiliser assez peu, qui est souvent plus carbonée, vaut mieux la traiter au plus local possible. Donc, elle sera finalement chez un client. Est-ce que cette chose-là, elle appartient au client? Est-ce qu'elle appartient au réseau? Comment on fait les échanges? Comment finalement on contractualise ces échanges au-delà juste d'une tarification descendante plutôt historique? Et donc, l'innovation, elle va aussi dans la gouvernance et la contractualisation. Et là, il y a encore, je pense, en tout cas en France, pas mal de chemin à faire. Bah, ça tombe bien parce que c'est la question suivante. La gouvernance, voilà, c'est un sujet qui nous a beaucoup occupé dans le dossier. On a fait plusieurs articles dessus, donc on voit que ça suscite des questionnements. Comment vous jugeriez les bénéfices, par exemple, que peuvent avoir les contrats de délégation de services publics, les concessions? Est-ce que pour vous, c'est la garantie d'un réseau bien géré, et est-ce que vous avez des bonnes pratiques en la matière? Alors, je dirais ce que je disais tout à l'heure à la SNCU FEDEN, la FNCCR a un savoir-faire indéniable dans les modèles de contrats de concession, que je rappelais sur l'ensemble des services publics locaux. Donc, le contrat de concession, c'est effectivement un outil intéressant quand il y a du développement de réseau à faire.
mais potentiellement plutôt à la main de la collectivité. Donc, il trouve aussi ses limites dans qui fait les investissements et une limite aussi dans son application sur la partie contrôle, puisque qui dit concession ou délégation la délégation n'empêche pas le contrôle, et le contrat a beau être bien ficelé, il faut aussi derrière être capable de suivre les indicateurs, s'être mis d'accord sur les indicateurs et déployer un mécanisme régulier de contrôle. C'est quelque chose qui est rodé, je dirais, c'est un modèle contractuel qui existe maintenant depuis des décennies, si c'est pas des siècles. Donc je pense que c'est quelque chose d'assez carré et qui s'applique à tout type de réseau, et donc aussi bien à la chaleur et au froid. Julien? Oui, je dirais, alors, délégation de service public, c'est vrai que c'est souvent du temps long. Alors pour des infrastructures, c'est pas mal, ça donne de la visibilité. Moi, je noterais en tant qu'ancien maître d'ouvrage sur les questions de réseau de chaleur qu'il y a quand même une grosse montée en compétences sur le sujet de la part des collectivités, qu'ont poussé aussi les opérateurs à revoir un peu les modèles de contrats de concession qu'on a dépoussiérés pour les rendre un peu plus clair, un peu plus applicable et surtout aussi évoluable, parce que la difficulté, c'est que quand on a un moment donné une bonne idée sur un contrat de 20 ans, c'est vrai que quand vous avez un concessionnaire qui est installé, quel est son intérêt finalement de vouloir aller plugger quelque chose en plus? Son modèle, il est calé, il déroule, et faut que tout le monde puisse y gagner, mais il faut un peu de transparence quand on veut rediscuter un contrat. Sur 20 ans, il faut qu'on ait des choses un peu plus tangibles sur lesquelles s'appuyer. C'est pour ça que d'ailleurs, la contrat de délégation de 20 ans, c'est pas forcément toujours adapté. Et c'est vrai qu'à Saclay, je prends l'exemple de Saclay, mais il n'y a pas que celui-ci, hein, je le connais assez bien, mais je pense que c'est aussi toute la force du maître d'ouvrage d'avoir de s'être dit, finalement, on est sur un projet qui évolue, mouvant. Il faut pas se brider avec un concessionnaire pendant 20 ans, parce que d'aller discuter avec chacun des preneurs, si je prends l'exemple, je me souviens plus en quelle année, mais c'est vrai, quand Servier s'est implanté, à un moment donné, ils arrivaient, ils avaient des besoins de froid qui explosaient tout par rapport à ce qui était prévu. Et on reviendra peut-être, si on parle du froid tout à l'heure, ou peut-être que la SERM en parlera tout à l'heure, mais le dimensionnement des réseaux froids, c'est beaucoup plus critique, c'est beaucoup plus sensible aux besoins. Et donc, quand d'un jour au lendemain, on vous dit il y a besoin de 2 fois plus de froid, vous n'avez pas changé tous vos diamètres de tubes, voilà, etc. Donc la difficulté aussi dans le temps long, Saclay 2012, 2030 et peut-être plus encore, c'est la capacité finalement à s'adapter. Et un contrat concessif de 20 ans, c'est pas forcément la meilleure solution, quoi. D'ailleurs, sur Saclay, c'est pas le choix qui a été retenu jusqu'à maintenant, tant que y a pas cette visibilité, quoi. Donc je dirais, le contrat est très important. Il faut trouver le bon contrat, adapté au contexte, aux risques, aux compétences de celui qui délègue, parce qu'en effet, un contrat, il est forcément bien s'il a bien été ficelé, il est bien contrôlé, quoi. Et Anne, je crois que vous avez une bonne pratique à partager sur justement, c'est pour laisser le projet avoir la possibilité de s'agrandir dans le temps. Oui. Mais c'est-à-dire qu'un contrat de concession, évidemment, comme ça dure plusieurs années, hein, actuellement sur des réseaux, ça peut être du 20 ou 30 ans, il y a une capacité d'allotir le contrat, notamment sur des réseaux qu'on sait être originellement en développement, comme les réseaux de chaleur. C'est-à-dire il y a une progression qui peut être prévue dans le contrat sur les zones à irriguer par les réseaux de chaleur, voire les réseaux de chaleur ou de froid. C'est aussi un point intéressant des boucles des 5e génération, c'est que la boucle d'eau tempérée finalement peut s'étendre assez rapidement puisque les ouvrages nécessitent moins de puissance à distribuer, et permettre un développement en pétales. Il y a une autre forme de contrat qui existe, hein, puisque là on est dans des contrats où finalement l'ouvrage reste propriété des collectivités territoriales, c'est-à-dire que les biens sont des biens publics. C'est un mode de gouvernance sous forme de SA, c'est-à-dire que l'actif fait partie d'une société, est mis dans une société
anonyme, enfin une SAS, une société par action simplifiée. C'est des modes de gouvernance qu'on voit apparaître parce qu'ils amènent une certaine souplesse. Toutefois, en tant que représentant des collectivités locales, on a une certaine vigilance sur ce que devient l'actif, sur ces modalités de contrat. Merci beaucoup. On a pas mal parlé de territoire également dans le dossier et de la filière bois parce que c'est la première source d'alimentation énergétique de ces réseaux. Et aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde veut du bois et qu'il y a une forte tension sur le bois. Voilà, comment vous voyez les choses dans les territoires et dans les collectivités? Alors c'est un sujet d'inquiétude actuel, très très actuel parce que aujourd'hui se discutent plusieurs directives sur le sujet. La plus importante, c'est la directive sur les énergies renouvelables et c'est le nouveau cadre qui va régir un peu l'utilisation de la biomasse au niveau européen et qui finalement laisse peu de latitude aux États membres. Donc c'est le sujet sur lequel on a pu s'alerter pour l'ensemble de la filière bois énergie. Il y a évidemment une compétition assez traditionnelle entre le bois construction et le bois énergie qui nécessite d'être éclairé et où il faut faire de la pédagogie pour faire en sorte que les matières les moins nobles aillent vers le chauffage et que les matières nobles restent sur de la construction, parce qu'effectivement cette compétition, il faut pas dire qu'elle n'existe pas, il faut pas la nier, mais il faut l'accompagner avec des espèces et des essences de bois à élever. Il y a de toute façon un enjeu du bois, de la ressource bois globale face au changement climatique, qui est un sujet majeur et qui aujourd'hui laisse un peu perplexe tous les sachants. Donc je pense qu'on ne sait pas trop ce que va devenir la ressource bois dans nos pays. On en a beaucoup, donc on est plutôt rassuré. En revanche, on ne sait pas si c'est les bonnes essences qu'on a pour dans 20 ans, quoi. Donc il y a une action à faire pour que le bois énergie puisse prospérer entre guillemets, mais en tout cas reste une énergie renouvelable utilisable dans le cadre des réseaux de chaleur. On a beaucoup parlé dans la table précédente de la sobriété, mais je pense que c'est un sujet important parce que plus on a d'actions sur la sobriété, moins on a besoin d'énergie et de consommables qui soient renouvelables ou de récupération. Et ça nécessite du coup de voir comment améliorer la récupération de chaleur fatale. Merci beaucoup. On avance un petit peu dans les questions et en abordant la question du coût de raccordement, on peut entendre régulièrement que des gens ne choisissent pas les réseaux de chaleur parce que dans leur copropriété, par exemple, ça occasionne un coût de raccordement trop important. Donc les aides qu'on a largement traitées dans le dossier sont essentielles en la matière. Est-ce que selon vous, leur niveau est actuellement suffisant pour déclencher l'acte de raccordement? Mais je pense qu'il y a quand même, on notait la comparaison avec le prix du gaz. Donc on pourrait souhaiter un prix du gaz plus élevé pour améliorer la compétitivité des réseaux de chaleur, mais ça me paraît un peu délicat. Des mécanismes de C2E, donc les certificats d'économie d'énergie, ont permis l'essor des réseaux de chaleur et le permettent encore, notamment sur des substitutions chaudière fuel ou chaudière gaz fossile. Je pense que c'est un sujet important de se dire que le réseau de chaleur est une capacité de substitution aux énergies fossiles et que ça a un coût. Enfin, je veux dire, c'est un bénéfice pour la société et pour notre avenir. Bon, il y a des mécanismes également mis par l'État sur les coups de pouce chaleur. Je pense que l'ADEME en parlerait mieux que moi. Et pour revenir au rôle des collectivités locales dans le panorama du développement des réseaux de chaleur, je pense que les collectivités ont aussi à s'emparer d'un mécanisme d'aide locale et de soutien au raccordement au réseau. Et je pense que ça s'accompagne dans une planification locale de l'énergie. C'était un peu ce que disait Julien en introduction, et qui va pour moi avec la décentralisation de la politique énergétique. C'est-à-dire que le réseau de chaleur doit être incité là où économiquement et socialement il a un intérêt, et pour ça les collectivités doivent participer à son économie globale. Julien, une réaction? Oui, alors le coût de raccordement, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on entend toujours parler.
Déjà, je dirais qu'à un moment donné, c'est une solution énergétique, donc elle a forcément un coût. Je pense qu'on va commencer à arrêter de comparer toujours finalement par rapport à une chaudière gaz, parce que finalement, tout le monde veut décarboner, que vous soyez dans du logement, si on veut pas être FG, à un moment donné, il va falloir trouver d'autres sources. Et puis dans le tertiaire, avec le décret tertiaire, je pense que tout le monde cherche d'autres sources que la chaufferie gaz. Donc je pense que déjà ça va aider. Premier point. Après des aides, il en existe déjà beaucoup. Il y a les C2E en effet, il peut y avoir des aides locales. Bon, après c'est chaque collectivité peut mettre en place un certain nombre de choses. Après, alors là, je vais pas parler d'un cas particulier qui est le mien, mais après les opérateurs aujourd'hui, enfin entre nous, ils sont très sollicités, donc je pense que ils sont, enfin voilà, ils sont en difficulté aussi d'être en capacité de répondre. Et aujourd'hui, on le voit, quelque part, ils choisissent aussi leurs clients. Donc, un opérateur, s'il a vraiment un intérêt à raccorder telle ou telle copropriété, il fera une belle offre. Et puis, s'il est moins intéressé par une copropriété, il fera moins d'efforts. Hein. C'est aussi un développement commercial. Le principe de la délégation de service public, c'est aussi de laisser aussi le délégataire faire son business, d'avoir intérêt à faire son business. Donc, il va aussi là où il fera le meilleur business. Mais je pense que de toute façon, je pense que c'est une fausse question, toujours ce coût de raccordement. Il faut bien une solution énergétique et ça a forcément un coût. Merci beaucoup. Une dernière petite question pour la route. Toujours dans cette idée d'innovation, dans le dossier, on a un article qui prend l'exemple des pays du Nord qui, eux, raccordent des maisons individuelles. Est-ce que ce serait possible dans le contexte français et à quelles conditions? Alors, sur ce sujet, on a une réflexion en cours, donc c'est difficile de répondre parce que je pense que c'est encore devant nous, puisque la maison individuelle, c'est de l'habitat dispersé, c'est des zones rurales, c'est des sujets où déjà il n'y a pas forcément de gaz, donc c'est plutôt une opportunité parce que de développer de la chaleur, parce qu'il n'y a pas de concurrence directe avec des réseaux préexistants hormis l'électricité. Et c'est là où je pense qu'il y a un sujet à regarder, qui est l'interconnexion dont on parlait tout à l'heure entre énergie thermique et énergie électrique, qui amène de la flexibilité et qui du coup crée de nouvelles opportunités. Notamment, je parlais de la géothermie de minime importance. On a été saisi récemment par le BRGM pour voir comment les aider sur le déploiement rural de solutions de chauffage individuel. Donc, on pourrait imaginer sur le domaine public des champs de sonde à faible profondeur pour une boucle d'eau tempérée justement qui permettrait de répondre à un premier usage. Et peut-être se sortir des packs, du déploiement des packs en substitution fuel, ou en tout cas est une alternative. Mais ça, aujourd'hui, j'ai pas encore suffisamment d'éléments pour répondre plus avant à la question. Je sais pas si mon voisin en a. Je suis pas un expert de la maison individuelle. C'est vrai qu'il y a un sujet de densité et de coût intrinsèque d'une sous-station si on veut découpler les réseaux primaires et secondaires, qui fait que ça peut vite faire monter les coûts. Donc je sais pas s'il y a d'ailleurs s'il reste dans la salle des personnes des pays du Nord pour apporter cette réponse. En tout cas, techniquement, on sait que ça marche. Hein. C'est juste que quand on part de zéro et qu'il faut partir sur... voilà. Mais aujourd'hui, on voit en ruralité des développements de chaufferie bois qui fonctionnent, enfin qui trouvent leur modèle économique. Donc, on peut penser que c'est quelque chose qui se diffusera. En tout cas, ce sera pas de l'individuel, mais ce sera pas du collectif au sens immeuble, quoi. Je rebondis juste parce que justement j'ai un cas où on a travaillé sur ce sujet. La difficulté étant que souvent les gens ils n'ont pas attendu l'idée d'un réseau de chaleur pour faire des choses, et que souvent en campagne on n'est pas forcément sur de l'eau chaude, un système à eau chaude. On a souvent soit du convecteur électrique, soit on a une cheminée du convecteur électrique. Donc ça pose aussi la question du vecteur au sein même des maisons. Et là, si c'est pas juste les sous-stations qu'il faut mettre, mais refaire toute la distribution interne, voilà, c'est des projets assez lourds et aligner des gens dans une même rue pour faire la même chose au même moment ou sur 5 ans,
c'est un beau projet politique. C'est ça. On est d'accord, 2026. Eh ben, ce sera le mot de la fin et j'invite à me rejoindre Baptiste François et Frédéric Covin pour nous partager des petits retours d'expérience pour terminer. Et on va commencer avec Baptiste, qui est ingénieur performance énergie, manager chez Efficacity. Et je crois qu'on va parler du quartier de Fontvieille à Monaco, où on trouve 130 bâtiments et où vous avez testé un logiciel de simulation énergétique avec des scénarios 2030-2050 pour pouvoir notamment choisir entre rénovation, raccordement, réseau de chaleur ou d'autres options. Tout à fait. Donc effectivement, Baptiste François, je suis donc de la société Efficacity, donc qui est un institut pour la transition écologique et énergétique en France. Pardon, j'ai oublié de dire que ceux qui avaient leur visite pouvaient partir, mais je crois qu'ils l'ont fait. Voilà. Et donc, c'est ça. Merci d'être là. Et donc Efficacity, au travers de ses activités, va développer des méthodes et des logiciels d'aide à la prise de décision pour des collectivités dans le cadre donc d'une évolution énergétique et écologique urbaine, de manière générale, pour des aménagements donc de quartiers qui existent et des aménagements de quartiers futurs. Et donc là, l'exemple que je vais pouvoir vous présenter, c'est la principauté de Monaco qui a fait appel à Efficacity donc pour optimiser, on va dire de manière générale, énergétiquement un quartier donc de Fontvieille, que je vais pouvoir vous présenter. Voilà. Donc la politique monégasque est extrêmement influencée sur ces dernières années dans le bon sens du terme pour avancer extrêmement vite sur la transition écologique et énergétique. Donc je ne sais pas si vous voyez exactement les chiffres, mais ça ce sont les émissions de gaz à effet de serre en 2019. Il y a globalement 3 grands pôles. Le pôle des bâtiments, donc le chauffage, la climatisation, etc., qui représente un tiers. On a un tiers à peu près pour la mobilité et un dernier tiers pour l'incinération des déchets. La collectivité donc a souhaité poursuivre son engagement, puisque comme vous le voyez dans les chiffres, il y a déjà 20% de gaz à effet de serre qui ont été gagnés, si je puis dire, depuis 1990, le tout pour un engagement équivalent COP21 de moins 55 à 2030. Donc très rapidement, je vais pas passer en détail tous les points de la slide, mais donc la principauté de Monaco s'est dotée d'un certain nombre d'outils réglementaires notamment pour pouvoir accélérer cette transition énergétique. Elle s'est engagée très tôt, il y a de nombreuses années maintenant, dans une démarche donc avec des acteurs locaux du bâtiment, qui donc comme vous l'avez vu est un des grands producteurs finalement de gaz à effet de serre, et a testé et continue aujourd'hui à tester de nombreuses solutions d'énergie ENR durable et de récupération. Donc, utilisation concrète d'un logiciel de simulation de quartier sur Fontvieille. Donc, le quartier de Fontvieille, vous l'avez ici en photo. Donc, c'est un quartier d'à peu près 130 bâtiments où tout a été construit dans les années 60. Vous y retrouvez une grande typologie d'usage, donc notamment des logements collectifs qui apparaissent en rouge ou des bâtiments tertiaires qui apparaissent en bleu. Et en plein milieu, donc vous avez, pour ceux qui connaissent, le stade Louis II, donc le stade de foot, qu'on a lui aussi modélisé. On est parti du principe, enfin on est parti sur une extension principalement des réseaux de chaleur et de froid, donc qui sont déjà existants sur le site. Il faut savoir, il y a un réseau donc 4G de chaud et un réseau 4G de froid qui sont existants depuis plusieurs années, auxquels ont été adjoints donc une boucle tempérée. On en parlait ce matin, donc un réseau 5G qui permet de valoriser aussi bien du chaud que du froid à partir de la thalassothermie, donc à partir de l'eau de la mer qui est puisée à plus de 1000 mètres sous le niveau de la mer. Donc c'est une grande innovation technologique qui a été expérimentée là, et donc qui montre que un réseau 4G peut transitionner, si je puis dire, tranquillement vers un réseau 5G. Même s'il est déjà existant. Donc l'étude a porté sur 4 grands points, très rapidement: la rénovation thermique de différents bâtiments, la surélévation de certains autres bâtiments, puisque vous le savez, à Monaco l'espace est un peu restreint, l'ajout donc ou le changement de système énergétique pour principalement se raccorder sur les réseaux existants, et enfin l'étude d'un potentiel photovoltaïque et de l'autoconsommation collective.
En 2 mots ou en 3 axes, le logiciel Power 10 va donc simuler à partir de cartes SIG un certain nombre de calques de bâtiments existants. On va ensuite faire une simulation dynamique des besoins des bâtiments et des systèmes énergétiques, comment on va pouvoir produire cette énergie-là. Et enfin, donc on va scénariser un certain nombre de cas de figure et trouver l'optimum dont la ville a besoin. Les résultats sur la carte, donc l'ensemble des bâtiments ont été étudiés. On a priorisé donc le quartier qui était au nord, principalement tertiaire, pour avoir des quick wins, donc un faible investissement pour des gros gains. Donc sur des bâtiments tertiaires qui ont été certains surélevés, certains rénovés, et tous ces bâtiments-là ont donc été raccordés au réseau de chaleur. Et si je dois terminer donc sur quelques chiffres, on obtient donc quasiment 25% de moins de chauffage grâce notamment à la réisolation des bâtiments. Comme c'est un scénario à 2030, on a un peu plus de climatisation. Évidemment, on prend en compte le changement climatique et le besoin des nouveaux bâtiments qui ont été surélevés. En revanche, il faut savoir que grâce à la boucle tempérée, cette énergie-là va être majoritairement décarbonée. Et enfin, donc à horizon 2030, on arrive sur un total de moins 35% de gaz à effet de serre. Sur la phrase de conclusion, cette étude a permis de prioriser les actions de la ville en termes d'efficacité énergétique, et il faut savoir que donc aujourd'hui les travaux ont commencé. On pourra dès l'année prochaine mesurer les impacts environnementaux et énergétiques. Merci à vous. Bravo, belle performance, les 7 minutes parfaites. Et je pense que Frédéric Covin fera exactement pareil. Oui, voilà, directeur général adjoint en charge de l'énergie à la CERM Montpellier, pour nous présenter le projet d'extension Eureka, un écoquartier au sud-ouest de Montpellier, à Castelnau-le-Lay, avec 1800 logements et 140 000 m² de bureaux. Pour lancer le film? Non. Oui. Comment on lance le film? J'appuie. Bon, sinon... La CERM et sa filiale Énergie du Sud créent Eureka, un nouveau quartier à énergie positive. Situé aux portes de la ville de Montpellier, à proximité des pôles d'activité majeurs desservis par les grands axes de communication, l'écoquartier Eureka s'installe dans un cadre de vie préservé entre ville et nature. Au cœur de l'une des démarches écocités les plus avancées en France, ce quartier s'étend sur 39 hectares de logements, bureaux, commerces et services de proximité. 11 hectares sont consacrés aux espaces naturels, dont une partie est dédiée à l'agriculture urbaine et aux circuits courts. Son caractère innovant a été retenu par le ministère de la Transition écologique et solidaire comme démonstrateur industriel de la ville durable. Tous les immeubles du quartier Eureka sont intelligents et communicants. Ils fournissent à tous les usagers et résidents du quartier des informations sur la santé, la vie sociale, les transports, l'énergie, via une plateforme de services numériques accessible à tous. Le quartier Eureka se concrétise déjà. Solaire photovoltaïque en toiture de tous les immeubles, chaleur et froid renouvelables, stockage thermique et réseau d'énergie intelligent sont autant de dispositifs innovants qui font d'Eureka un quartier à énergie positive qui produira plus d'énergie qu'il n'en consommera pour ses besoins. Les data centers des industries du numérique situés à proximité alimentent en énergie une boucle d'eau tempérée à laquelle chaque îlot d'immeuble est raccordé. Ce dispositif permet un échange et une mutualisation de la chaleur et du froid à l'échelle du quartier. La production thermique renouvelable est assurée par des thermofrigopompes raccordées à la boucle d'eau tempérée. Un fluide frigorigène sans impact sur le réchauffement climatique est utilisé. Le stockage de chaleur et de froid permet d'optimiser l'efficacité énergétique de la production. Chaque foyer bénéficie de ce système innovant et économique par l'intermédiaire des modules thermiques d'appartements. La production thermique est alimentée prioritairement par de l'électricité photovoltaïque produite en toiture de chaque immeuble. L'électricité solaire produite est autoconsommée ou injectée dans le réseau public du quartier. À terme, 40 000 m² de toiture exploitées fourniront l'équivalent d'un champ solaire photovoltaïque. Ce procédé innovant au service des habitants et usagers de ce quartier permet de diviser par 5 l'impact carbone émis pour la production de chaleur et anticipe la future réglementation environnementale 2020. L'État lui a décerné un titre 5 de la réglementation thermique en vigueur. Énergie du Sud contribue ainsi à atteindre les objectifs de la loi de transition énergétique et du plan climat de Montpellier Méditerranée Métropole. Énergie du Sud,
un opérateur énergétique au service de l'aménagement durable du territoire. Le micro. Pardon, on est un groupe d'entreprises publiques, voilà, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc je passe rapidement, voilà, je pense que vous connaissez à peu près tous. Donc on a à la fois un bailleur social, une SPL, une SAS et une SEM. Autour de 3 métiers que je vous ai cités. Donc nous, en fait, on a une expérience dans l'énergie depuis 35 ans. On est le premier opérateur et premier producteur d'énergie renouvelable sur la métropole de Montpellier, et on a valorisé toutes les énergies, enfin on essaye, toutes les énergies renouvelables ou de récupération sur notre territoire. Ça passe par la biomasse, les déchets, la récupération de chaleur, la géothermie, sèche et sur nappe, le solaire, voilà. Donc les eaux usées aussi. Je passe rapidement. Donc ce quartier, voilà, est un quartier assez dense, de villes nouvelles, avec plus de 266 000 m². On a, en fait, le film date de quelques années déjà. On a déjà fait à peu près 45% du projet. On a démarré ce projet, en fait, les premières études en 2015, et on a construit les premiers îlots équipés en 2018. C'est un projet soutenu par l'ADEME, par la région Occitanie et le programme d'investissement d'avenir. Donc là, on est typiquement dans les quartiers qu'on fait souvent à Montpellier, multifonctions, avec des bureaux, des commerces, des ateliers et des logements, ce qui fait que ça nous amène à avoir des besoins assez différents, d'eau chaude sanitaire, de chauffage et de rafraîchissement. Donc le système que l'on a mis en place tient sur 2 éléments. La production photovoltaïque en toiture. Et là, on a fait un gros travail en amont. Ça, c'est un peu notre spécialité. On travaille beaucoup les projets très en amont. C'est une chance. Et du coup, j'ai réussi à convaincre l'architecte en chef de nous dégager les toitures pour mettre du photovoltaïque, ce qui n'est pas toujours gagné. Du coup, on a l'occasion de faire une vraie production photovoltaïque en toiture. On n'est pas sur ce qu'on appelle du timbre-poste. Vraiment, on utilise un maximum de toiture. Et parallèlement à ça, donc récupération d'énergie sur les data centers ex-IBM à proximité, ce qui nous permet d'avoir un impact carbone de la chaleur et du froid inférieur à 30 grammes. Donc, c'est vraiment assez performant. Donc là, en fait, le concept au départ, c'était de dire, c'est un peu un laboratoire d'ailleurs pour nous. Sur ce nouveau quartier, on va avoir 2 entrées énergétiques, Enedis et notre réseau. La boucle d'eau tempérée avec la récupération de chaleur réalisée avec nos collègues d'Engie Cofeli qui gèrent le parc technologique où se trouvent les data centers. Et à partir de là, en fait, on produit en interne de la chaleur, du froid et du photovoltaïque, avec l'idée effectivement d'arriver à avoir des flux un peu dans tous les sens, puisque nos pompes à chaleur, qu'on appelle aussi thermo-frigo-pompes, savent faire du chaud et du froid, et qu'au même moment, on a des bureaux qui peuvent être climatisés, et puis des besoins d'eau chaude sanitaire dans les logements. Et donc tout ça permet effectivement, dans la logique du réseau 5e génération, de jouer aussi sur ce qu'on va appeler les échanges gratuits. Alors c'est un laboratoire qu'on utilise aussi pour essayer de mieux comprendre les flux énergétiques. Donc on a un travail en cours avec Enedis pour mesurer les consommations d'énergie sur l'ensemble du quartier, et à terme essayer peut-être de lisser un peu les appels de puissance. On a un autre sujet aussi intéressant. Là, on expertise avec le CEA un industriel qui s'appelle Grims. On expertise, on fait des essais sur des stockages à matériaux à changement de phase.